Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui c'est une émission de nouvelle année, bonne année 2023, c'est-à-dire peut-être selon l'écrivain Daniel Pénac, essayons de nous protéger de la violence contemporaine, faite d'ignorance, de fake news, de peur, de guerre dans le monde, de difficultés économiques et financières. Essayons de partager et de trouver encore, pour cette année nouvelle, des projets, des rêves, des joies, bref, d'être du côté de la vie. Aujourd'hui, c'est l'instant ciné, place à Corinne Saunier. Après, je m'entretiens avec Fabienne Delafosse, l'adjointe à la culture du Havre, qui nous parle du festival Le Goût des Autres. L'instant ciné par Corinne Saunier. Bonjour à tous et bonne année 2023. Aujourd'hui, pour ce premier numéro de l'année, nous allons parler d'un film de Noël pas tout à fait comme les autres. À l'heure où d'innombrables fictions de Noël, toutes plus lisses et insipides les unes que les autres, ont envahi les chaînes de télévision, et malgré une tentative notable d'échapper à toute cette mièvrerie par Daniel Thompson, avec en 1999 son film La Bûche, au casting soigné et alléchant, Charlotte Rampling, Emmanuel Béard, Christopher Thompson, Sabine Azema et tant d'autres, il fallait pour cette nouvelle année un film pour survivre à la magie de Noël. Quand on sait que des sondages depuis des années hissent ex aequo en première source de stress des Français, Noël et les déménagements, il fallait qu'un cinéaste s'attache à montrer, à la fois dans une tension dramatique absolue et un éclat de rire et de vie salvateur, l'envers du décor de Noël et de sa célébration, qui bien souvent réactive les non-dits et les ressentiments familiaux. Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin, sorti en 2008, remplit cette fonction cathartique. L'appellation de conte, par-delà une certaine ironie, renvoie précisément aux interactions familiales et surtout à la place concrète mais aussi symbolique que chacun occupe au sein d'une structure familiale. Et de place, il n'est d'une certaine façon question que de cela dans cette œuvre, à commencer pour le personnage d'Henri, interprété par Mathieu Amalric, à la fois paria, bouc émissaire, sauveur biologique en dernière instance de sa mère, après avoir été conçu pour sauver sans succès par le passé un frère aîné, Joseph, dont il n'a pas été un donneur compatible, pour le guérir d'un lymphome nécessitant une greffe de moelle osseuse. Henri avait été banni de la famille par sa sœur Élisabeth, Anne Consigny, en échange du paiement de ses dettes qui aurait pu conduire Henri en prison. Mais la dette financière ne masquait-elle pas d'emblée et maladroitement une dette symbolique de Henri, qui n'a pas pu être l'enfant médicament escompté? Cette condamnation à l'exil sonne comme le châtiment auquel sont soumis certains membres de familles maudites mythiques, tels un Oedipe ou un Oreste, parmi cette bourgeoisie de Roubaix, transformée en Atride ou en Thébaïde. Henri est condamné à errer loin des siens. La maison, il a teinturé. J'ai une solution, Henri. Tu pourrais sortir un moment ? Bien sûr. Voilà 3 traites. Ma cliente avance le remboursement de l'intégralité des dettes du prévenu. Papa, j'ai mis une condition. Je ne veux plus voir mon frère. Et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. Plus de visites, ni de ces cadeaux surprises. Je veux plus qu'il voie mon fils non plus, je veux plus qu'il voie personne de la famille. On ne saurait faire une chose pareille, ma chérie. Vous êtes mes enfants. Bien entendu, tu fais ce que tu veux avec Henri. Mais je ne veux plus jamais être obligée, moi, de le supporter.
Ni chez toi, ni chez Yvan, Simon, ni au restaurant ou en vacances. Nulle part. Ce que vous demandez à mon client n'est pas raisonnable. Écoutez, je suis commis d'office... Les clients demandaient seulement le recouvrement des créances. Madame, vos vies privées ne sauraient faire l'objet d'une décision de justice. Si je me rends où que ce soit, Henri n'y sera pas. Où je serai, Henri ne fera plus partie de la famille. Mais désormais, pour sauver Junon, la matriarche, au prénom mythologique précisément, et qui souffre maintenant elle aussi d'un lymphome, comme le fils disparu, Henri est devenu une pièce maîtresse du puzzle familial et exige sa réintégration, et rien moins qu'au réveillon de Noël. Il arrive, prêt à tout secouer, à déranger autant que possible, pour obtenir ne serait-ce que quelques miettes de pardon pour son bannissement, parce qu'il souffre, certes, mais surtout parce qu'il est le plus vivant d'entre eux. Homme debout, révolté, dans cette famille où tout le monde couve un mal-être profond, comme si une pathologie familiale traversait tout le clan. Élisabeth, qui élève seule un adolescent vraisemblablement autiste, passe son temps à pleurer et affiche une tristesse permanente et inconsolable qui alimente sa psychanalyse. Le père de son fils, brillant mathématicien, Hippolyte Girardot, sans cesse en déplacement, leur accorde peu de temps. Yvan, alias Melville Poupeau, semble lui aussi très fragile psychologiquement, mu comme un besoin vital, quoique impossible à satisfaire, que toute la famille s'aime et vive ce Noël dans la communion. Yvan devait être l'enfant du bonheur retrouvé, celui qui remplace Joseph. À l'évidence, cette tâche l'écrase depuis toujours. Simon, le cousin orphelin, considéré comme un frère par Yvan et sa fratrie, secrètement amoureux depuis toujours de Sylvia, l'épouse d'Yvan, ne va pas mieux et soigne son chagrin dans l'alcool. Tous sont comme aimantés par Henri, à commencer par son neveu autiste Paul qui le suit partout. C'est même Paul qui a demandé à Henri de venir pour Noël, sentant que lui seul avait les réponses à toutes les questions qui le font aller mal. Henri, au fond, parce qu'il en a été privé, est sans doute celui qui aime le plus sa famille et qui, paradoxalement, la connaît le mieux. Il est le seul capable de les voir, tous tels qu'ils sont vraiment, en vraie fausse pièce rapportée qu'il est. Et il n'hésite pas à leur tendre le miroir de leur laideur, à les mettre face à eux-mêmes. Mais parce que d'une certaine façon, il veut les sauver, tous, même avec perte et fracas, comme par exemple quand il prend la défense d'Élisabeth, pourtant à l'origine de sa disgrâce familiale, tout en l'accablant, elle et son époux, ce qui lui vaut de se faire casser la figure par ce dernier. Élisabeth ira même jusqu'à jouer les infirmières pour Henri en lui désinfectant ses plaies et en lui appliquant des pansements, geste symboliquement si réparateur pour Henri. Élisabeth, tu as un vrai problème relationnel. En tout cas, ça fout la merde à table, hein. Soyons objectifs. Tu n'as pas un mot gentil pour mes compagnes. Moi, je fus mis à la porte. Ah si, mon cœur. Tu fais pleurer Junon. Et tu t'es entiché stupidement, trop jeune, d'un homme qui ne cesse de fuir son foyer. Et après, vous faites cet enfant. Et j'apprends, par Yvan, que même avec... Ferme ta gueule, je suis là. Oui, je sais, mais toi, tu comptes pas. Et j'apprends... Oh, lâche-toi. Dans ce type d'échange, on peut se souvenir à quel point Desplechin est un cinéaste de la parole. On retrouve notamment ici sa passion pour le théâtre d'Ibsen. Et plus précisément les morceaux de bravoure de la parole, ainsi qu'on pourrait les appeler, morceaux de bravoure dans tous les sens du terme. Car celui qui ose parler prend tous les risques, mais le fait parce que son honnêteté et son humanité lui imposent de faire ainsi. On peut se souvenir, dans Roi et Reine, autre film de Desplechin, de la magnifique discussion d'Ismaël avec un jeune garçon dont la mère, Nora, voudrait qu'Ismaël devienne le père adoptif. La discussion a lieu au Musée de l'Homme et atteint le sommet de la grâce, de la simplicité et de la bonté. Car, malgré ses failles, Ismaël est un être profondément humain et poignant, qui porte en lui une pureté. On retrouve le même type de relation entre Henri et son neveu Paul. Paul sait que Henri est le seul membre de la famille qui ne va ni le balader, ni le ménager parce qu'il est malade. Et c'est exactement ce qu'il veut, car là se joue sa dignité. Je
Je t'accompagne pour t'aider. Mais j'ai pas besoin que tu m'aides, mon chéri. Ouais, viens. Je voulais te dire merci. De quoi? Ah, pour les cadeaux, je n'ai encore rien acheté. Puis je ne savais pas ce que tu aimais bien. Donc... Non, je voulais te dire merci, c'est moi. Je devais donner ma moelle et c'est toi qui le fais. Ah? C'est ma mère et mon père qui veulent pas que je fasse la greffe. Mais c'est très bien. Junon, c'est ma maman, alors c'est mon affaire. S'il arrivait une chose désagréable à ta mère, c'est toi qui lui donnerais, non? Oui. Mais là, ça arrive à ma mère, donc tu n'as pas à me dire merci. J'avais pas peur d'avoir mal. Je m'en fiche. Ouais, j'avais pas peur. Hé, tu n'as échoué en rien. Mais on va déranger Anatole. Henri, j'ai 16 ans. Pas de véritable dénouement possible au sein d'un nœud de vipère aussi entremêlé. Juste quelques éclairs de lumière, comme si Henri avait ramené la vie parmi tous ces êtres moribonds. Sylvia, notamment, découvre que Simon, qu'il a toujours aimé, a renoncé à elle à la suite d'un pacte entre les hommes de la fratrie, qui ont estimé qu'Yvan étant le plus fragile, c'était lui qui devait s'unir à Sylvia, car il n'aurait pas survécu à leur rupture. Ce qui donne encore lieu à une de ces fausses scènes d'agone, vraies scènes de délivrance, dont Desplechin a le secret. Ce soir, Rosemée m'a raconté que tu avais renoncé à moi. Qu'est-ce que t'as dit, Rosemée? Ça s'est passé quand? Je sais pas de quoi parles-tu. Je veux les détails. Rosemée a parlé d'une décision que vous avez prise à 3. Dis-moi où et quand. C'était ici? C'était aux vacances de Pâques en 91. À la salle des fêtes de Croix, dans les vestiaires. Et toi, tu étais dans la salle. Je m'en souviens. Yvan, il est au courant? C'est trop vieux tout ça. Non, je te demande si Yvan était avec vous au vestiaire, ou si Henri et toi, vous avez décidé de notre sort dans son dos. Non, Yvan était là. Qu'est-ce que vous avez dit? Henri et moi, nous parlions de toi, nous. Des trucs de garçon matin-mort. Yvan parlait peu, il souriait. Puis il a dit, si je n'ai pas cette fille, je ne m'en remettrai jamais. Qu'est-ce que tu as répondu? Je sais plus. Elle est bien pour toi. Non, le mot. Le mot. J'ai dû dire, prends-la, je te la donne. Mais on me donne pas. Je suis pas un chameau ou une chèvre. Je te donne à personne. J'avais 27 ans, j'étais un imbécile. J'étais creux, je suis un homme creux. Est-ce que tu m'aimais? Oui. Est-ce que tu m'aimes? Oui. T'es une ordure. Non. Tu fais comme si t'étais pas dans le jeu, mais tu es dans le jeu. La preuve, c'est que tu as choisi à ma place. J'avais raison, Yvan t'aimait infiniment. Non, c'est ton amour qui était infini. Tu as joué à ma place et tu as triché. Maintenant, je ne saurai jamais rien de ma vie. C'est pas ma vie. Tu m'as enlevé le droit de te préférer, Yvan. Henri était là aussi. Henri, c'est pas pareil. Parce que toi, tu m'aimes à fond. Henri, il voulait juste coucher avec moi, il l'a fait. Depuis 10 ans, t'as aucune vie. T'es minable dans ton atelier. Tu parles pas. Tu es triste. Chez nous, ici, tu passais dimanche à faire la vaisselle, à me regarder en cachette et fuir mes enfants. T'es un échec monumental accroché au billard pour ne pas couler. Tu t'es jamais remis qu'on soit pas ensemble. Cette explication débouche sur une scène d'amour à la fois drôle et enfantine entre Sylvia et Simon, dans une voiture, la buée et le givre sur les vitres faisant office de paravent. Henri, grâce à une greffe de moelle, car il était donneur compatible, sauve sa mère et expie par là même le péché originel de ne pas avoir pu sauver le frère aîné. Mais c'est pour mieux tomber dans le néant de l'ingratitude familiale. Il n'aura jamais existé pour lui-même. La symbolique du rideau de plastique qui, à l'hôpital, sépare son lit de celui de Junon est terrible. Dès qu'Henri a dispensé ses bienfaits, il faut se prémunir contre lui. Jamais il ne quittera le statut, si pratique pour les autres, de souillure qui a plongé la cité dans le malheur. Il demeurera le corps étranger rejeté par un organisme familial qui, sans lui, a l'illusion de son asepsie, de sa viabilité.
Mais quelque chose de lui vit en Junon, et c'est comme si cela le replaçait sur un pied d'égalité avec celle qui lui a donné la vie. Dès lors, bien connu, Henri devient une figure héroïque. Il sera beaucoup plus difficile de le traiter en simple paria. Par ce don, il peuplera différemment, d'une façon plus complexe, donc plus juste, l'inconscient et la mythologie familiaux. Une réparation quoique imparfaite, quoique partielle, est tout de même possible pour lui. Et c'est déjà beaucoup au vu de l'ampleur de la catastrophe initiale. Un conte de Noël est un film où, malgré toutes les vicissitudes de l'existence et du passé en famille, la vie l'emporte et même les cloaques finissent par être traversés par un air vivifiant. Vivre quand même, telle semble être la devise de ce cinéaste. À bientôt et surtout, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Madame Delafosse, bonjour. Bonjour, et meilleurs vœux à tous si je peux me permettre cette petite introduction. Tout à fait, meilleurs vœux à vous aussi. Alors, vous êtes adjointe à la culture à la mairie du Havre et je suis heureuse de vous rencontrer pour présenter le festival, la 12e édition du Goût des autres. Alors, je crois que le thème est un peu particulier cette année, dirons-nous. Oui, alors cette année, on a choisi la bande, enfin plus exactement par la bande de copains, la bande des chevaliers de la table ronde. Voilà, l'idée c'était de montrer finalement comment ces réunions de personnes, ces gens qui se mettent en bande, créent des courants de pensée ou en tout cas font des choses ensemble. On sort quand même de 2-3 ans de Covid et ça illustrait très bien la thématique. La thématique en tout cas illustre le titre même du festival qui est le goût des autres. Donc voilà, le goût des autres, y compris dans sa bande et hors de sa bande. C'est dans un sens très général alors. Absolument, oui, il faut le voir au sens le plus général qui soit. Ah c'est ça. Absolument. Oui. Alors vous avez aussi, je crois, un travail en direction du Liban, avec le Liban. Oui, cette année on met à l'honneur le Liban. Il y a eu des soirées des auteurs qu'on reçoit spécifiquement. L'idée c'est comme toujours avec ce qu'on fait dans le goût des autres, le voyage en francophonie, c'est de créer des échanges, mais des échanges qui ne se limitent pas au seul festival, mais tout au long de l'année, avec des travaux notamment entre 2 lycées, un lycée au Liban et puis un lycée ici au Havre. Du travail de résidence d'artistes qui trouve son point d'atterrissage au moment du festival. Oui, mais il me semble d'ailleurs que le festival lui-même n'est pas un événement plaqué comme ça sur la ville en janvier, mais qu'il est issu d'un travail au long cours. Oui. En fait, c'est vraiment finalement, c'est le point d'orgue de toute cette politique publique autour de la lecture, publique, notre fameux plan Lire au Havre, qui va mettre finalement à l'honneur tout ce qui est fait toute l'année dans nos bibliothèques en termes de médiation, d'accueil, d'exposition. Voilà, les bibliothèques, elles ont aussi un rôle de médiation culturelle très important et elles le remplissent très bien au Havre. Et donc voilà, c'est comment finalement le festival montre que c'est agréable de lire, d'écouter de la lecture aussi, parce que ça peut être une belle porte d'entrée à la lecture, et puis de partager ensemble ces moments-là. Et vous travaillez avec des jeunes ? On travaille avec tous les âges, mais effectivement, on travaille avec des jeunes, puisqu'on a le master de création littéraire, donc on sera très heureux là, d'accueillir cette année des jeunes auteurs qui sont issus de ce master-là. Et puis on fait un petit focus aussi cette année sur les lycéens, puisqu'on s'était aperçu que c'était un public qui n'était pas forcément présent sur les éditions. Donc là, le jeudi 19, on remettra le prix Femina 2023 des lycéens, et puis aussi tout un travail avec Havre de Cinéma, puisqu'il y a des lycéens qui vont venir filmer les auteurs, faire des petites interviews et qui seront montés comme ça après, qui permet aussi d'avoir une autre porte d'entrée finalement sur le festival, avec peut-être des outils qui leur paraissent aujourd'hui plus adaptés, mais qui permettent de venir mettre un pied au festival Le Goût des Autres. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail de terrain avant le festival. Oui, vraiment avant, en amont, on a travaillé avec plus de 60 écoles cette année, sur différents projets, des invitations, on a des rencontres qui sont prévues très spécifiquement pour le scolaire et pour les primaires jusqu'au lycée. Donc en fait tout au long de l'année on met comme ça des petites graines et puis qui trouvent finalement leur floraison au moment du festival. Vous avez aussi des résidences ? On a des résidences, des résidences d'artistes beaucoup dans les écoles là aussi, puisque ça fait partie, c'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on peut voir un auteur au jour le jour, échanger, le voir travailler. C'est aussi ce qu'on veut montrer justement dans le festival le Goût des Autres, qui
a cette spécificité de ne pas être un salon du livre finalement, puisque c'est vraiment là où les auteurs vont pouvoir venir rencontrer leur public, mais ils les rencontrent en pouvant échanger avec eux sur comment ils travaillent, ou alors on va lire des extraits où vont être lus par des artistes du spectacle vivant un extrait de leur livre, et c'est vrai que c'est une manière un peu différente finalement de faire découvrir ces auteurs ou ces autrices que celle d'un stand qui serait dans un salon du livre. C'est vraiment la spécificité pour les artistes en tout cas qui viennent au festival de pouvoir échanger sur leur travail avec leur public. Oui, sans que ce soit un commerce. Sans que ce soit un commerce, même si il n'y a pas de gros mots à faire du commerce, et on est très content si pendant le festival ils peuvent vendre leurs livres, et puis que nos partenaires, que ce soit La Galère, donc cette année je pense aux 400 coups qui sont partenaires avec nous, cette librairie jeunesse qui a ouvert sur Le Havre, tant mieux si pour eux ça permet de faire un petit peu de commerce en plus, mais c'est pas notre but en tout cas, c'était pas le cœur du festival. Et je crois que vous avez attiré énormément d'auteurs. Oui, de plus en plus. C'est vrai qu'on n'a pas de difficulté, on va dire, à trouver des auteurs. On accueillera cette année, on a la grande chance d'accueillir le prix Goncourt, le prix Médicis. On a beaucoup d'auteurs, on en a des connus, Amélie Nothomb, on a la chance d'avoir Ben Mazué aussi et Grand Corps Malade qui nous feront l'ouverture le jeudi 19. Renan Luce aussi qui viendra chanter à la bibliothèque universitaire cette fois-ci. On a comme ça beaucoup d'auteurs, on a des artistes de tous les styles, on a de la comédie française bien sûr qui revient aussi pour interpréter certaines lectures, donc on essaye de diversifier les portes d'entrée, de diversifier les types d'artistes aussi, pour que finalement avoir le public le plus large possible, pour que ça ne reste surtout pas pour un public de néophytes ou de gens particulièrement intéressés par la lecture, mais vraiment qu'on puisse ouvrir au plus grand nombre. Oui, c'est ça. Vous avez prévu plusieurs soirées festives. Oui, il y a des soirées festives qu'on retrouve, puisque l'année dernière, on n'avait pas pu les tenir faute au Covid. Donc là, on retrouve aussi les soirées festives. On va retrouver aussi la petite guinguette qui sera juste devant la bibliothèque, où là, on fait un petit peu plus la fête. En fait, on vient au festival pour faire la fête, pour écouter de la musique, pour écouter des auteurs, pour écouter des lectures, pour lire et s'amuser. C'est la littérature vivante. Absolument. Voilà. Très belle définition. Oui. Alors, on peut peut-être préciser les lieux, parce qu'il y en a de multiples cette année. Alors, les lieux, oui, il y a de plus en plus de lieux. On a de plus en plus à la fois de partenaires. Donc là, on va pouvoir être je vais essayer de ne pas en oublier. La bibliothèque, bien sûr, Oscar Niemeyer. Le Volcan, avec qui cette année, on aura la chance de faire à la fois l'ouverture et la fermeture. Puisque notre théâtre de l'Hôtel de Ville est fermé pour travaux, mais que depuis longtemps, on avait envie aussi de s'associer avec le Volcan. On aura la Guinguette, on aura le Magic Mirror, on aura le Petit Théâtre, on aura le Conservatoire, la Bibliothèque universitaire, la Galerne, et je crois que j'en oublie les 400 coups, quelques-uns, les 400 coups, absolument, le Magic, je l'ai dit, le studio, le Sirius aussi, qui nous fait le plaisir d'être partenaire, et je crois que j'en ai pas oublié. C'est-à-dire, il y en a énormément. Et oui, après il y a aussi des choses dans les autres médiathèques. Je vois à Sangor, effectivement, on a plus pour les scolaires là, des choses qui sont faites. Le Tetris, bien sûr, notre partenaire aussi toujours. Il ne faut pas que je l'oublie, le Tetris qui propose aussi une soirée. Je crois que j'ai oublié personne cette fois-ci. Je crois que pour la première édition, il était concentré plutôt dans le Magic Mirror, non? Tout début, historiquement, il y a une dizaine d'années, effectivement, c'était le Magic, et puis forcément le festival grandissant, et puis le public aussi venant de plus en plus nombreux, on crée quelques frustrations à être dans un endroit un peu trop petit finalement, qui était devenu trop petit. Donc il a fallu voir un petit peu plus grand. Donc ça s'est fait d'abord à la bibliothèque, et puis après on a installé un Magic sur la place Perret, et puis comme ça de plus en plus. Mais en fait là, ce qu'on a aussi voulu faire, parce qu'on s'est aperçu que malgré tout, ce que maintenant je me permets peut-être de le préciser à vos auditeurs pendant que on en parle, il faut s'inscrire pour pouvoir réserver sa place. C'est important, parce qu'avant effectivement tout le monde pouvait venir, et on a connu des files d'attente où on a créé beaucoup de frustration parce que finalement les gens ne pouvaient pas rentrer. C'est vrai qu'on a mis ce système là en place un petit peu là pour le coup grâce au Covid, et qui fonctionne très bien, donc on peut s'inscrire. Je le dis aussi, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur les pages, parce que tous les jours on remet des places disponibles pour les événements. Donc voilà, c'est sur inscription.
Et je vous invite vraiment tous à aller vous inscrire dès que possible sur notre site. Eh bien, Madame Delafosse, un grand merci. Merci à vous. Merci, puis rendez-vous alors au festival. Rendez-vous le jeudi 19, absolument. On commence dès 16h. Voilà, merci à beaucoup. de la bibliothèque. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. On compte à demi-demi, pile sur un des bas-côtés comme des origamis. Le bras tendu pareil, cassé tout nez, képi et éclis. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir. Et une creepy song en étendard qui fait je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez l'exposition à la bibliothèque Armand Salacrou autour de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer qui a construit le Volcan. Le Volcan, nouvelle maison de la culture du Havre, a été inauguré le 18 novembre 1982 par Jacques Lang, ministre de la Culture. Il s'est avéré un symbole de paix et a conféré effectivement à cette maison de la culture une dimension nationale.
Nous célébrons aussi évidemment en 82 l'achèvement d'un gigantesque chantier. Vous verrez à la bibliothèque des documents d'époque, vous verrez des représentations de l'ancien grand théâtre debout, puis bombardé, la place Gambetta avant l'espace Niemeyer, des tracts et journaux documentant le projet et le chantier, des photographies ainsi que la maquette originale du volcan et de courts films présentant le travail d'Oscar Niemeyer. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, portez-vous bien.